Laurent Hollande, Antonin bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Bonjour à mes téléspectateurs. Bienvenue. Merci. On démarre par le quotidien La Loupe. La Loupe qui parle ce matin de 3 secrétaires exécutifs révoqués à la suite d'une mission de contrôle. Mairie de Cotonou, de Royogwe et de Semme Kodji. Les secrétaires exécutifs révoqués à la suite d'une mission de contrôle. Je crois que les secrétaires exécutifs ont des missions assez précises, même si la loi sur la décentralisation, la nouvelle loi, leur donne beaucoup de pouvoir. C'est des gens qui doivent faire très attention parce qu'ils sont très surveillés et donc il y a une mission de contrôle chaque fois pour voir comment est-ce que ça se passe. Et n'oubliez pas que dans certaines communes, il y a peut-être les conseillers qui boudent, qui dénoncent la gestion des secrétaires exécutifs. Il y a peut-être les maires qui ne sont pas d'accord, qui ne s'entendent pas avec les secrétaires exécutifs. Et donc quand c'est comme ça, que vous venez dans un environnement où c'est les conseillers et les communaux et les maires qui faisaient leur loi dans les localités que vous venez dans ces milieux, vous devez faire très attention parce que c'est très vite arrivé un faux pas où vous êtes déchargé. Et nous en sommes là maintenant. Certains secteurs exécutifs ont tout fait de penser qu'ils sont intouchables, ils ont le pouvoir parce que, oui, leur désignation a été faite suite à des tirages au sort et que, par conséquent, d'ailleurs, qu'ils tiennent le pouvoir du pouvoir central. Non, mais attention, vous êtes sur un terrain assez glissant. Les conseillers ne sont pas d'accord avec vous aujourd'hui, les maires ne sont pas d'accord parce qu'à part le passé, il faut appeler chacun. Les maires et les conseillers se partagent les marchés publics à leur volonté. Mais écoutez, c'est un secret de polichinelle. Je n'apprends rien à personne en le disant. Quelles sont les preuves que vous je ne veux pas citer un maire. Dès que je citerai une mairie, vous me demanderez des preuves. Mais c'est parce que je suis un patient de télévision. Et donc, je ne vais pas oser citer un nom, mais je connais des mairies. Et ces mairies savent que je sais et que je connais des choses. Bref, c'est une parenthèse. Ils savent que vous savez qu'ils savent que vous savez. De toute façon, je sais que quelqu'un dit ça, ça lui a valu des représailles dans ce pays. Donc attention. Quand même. Non, mais écoutez, vous savez, moi, si vous voulez, j'appellerai des mairies. Hein. Non. Et les preuves sont là. Ne vous sentez pas obligé de le faire. Non, parce que ne vous sentez pas obligé de le faire. Si c'est preuves, ils savent que je peux avoir des preuves. D'accord. Donc il n'y a pas de problème. Alors, pour dire quoi, oui, donc, dans cet environnement, c'est les maires, les conseillers qui étaient assez puissants. Mais vous êtes secrétaire exécutif, vous venez, vous devez faire très attention parce qu'au-delà de tout, même si vous voulez bien faire votre travail à un moment donné, c'est les gens qui, peut-être, vous peuvent vous glisser peu pour des bananes. D'ailleurs, même, vous n'étiez pas un élément du milieu, donc vous ne connaissez pas trop les langages, vous ne maîtrisez pas tous les tests dans une certaine mesure. Donc, parfois, on vous amène à poser des actes et ça vous se retourne contre vous. Je veux bien croire que ces secrétaires exécutifs relevés ne l'ont pas fait de bonne foi. Peut-être qu'ils étaient en train de faire bien notre travail. C'est une manière de voir les choses et que peut-être c'est tombé sur eux. Donc, pour dire quoi, tous les secrétaires exécutifs qui restent doivent pouvoir faire très attention. Vous n'êtes pas dans un environnement où tout va se dérouler comme sur des roulettes. Vous devez faire très attention parce que tout peut arriver. Et la loi sur la décentralisation, même si on vous donne assez de prérogatives, c'est que vous devez faire très attention et savoir qu'il y a des pièges. Malheureusement, les SE de Koyagbe et de Cotonou et de Sokodi font les frais maintenant et certainement que d'autres viendront. Je ne leur souhaite pas le malheur. Mais s'ils ne font pas attention, je crois qu'on serait là tout le temps. On va toujours, comment vous appelez, citer des SE qui seront révoqués. Des SE révoqués et à Dynamisme Info de titrer ce matin, maintenant que soient engagées des poursuites judiciaires à leur encontre. Oui, quand quelqu'un est en faute, il faut une poursuite judiciaire. Malheureusement, puisqu'ils sont tombés sous le coup de la loi. La loi est claire, donc quand vous faites mal un travail, parfois, je l'ai dit, peut-être qu'ils n'ont pas fait de mauvaise foi. Ils l'ont fait de bonne foi, ils pensaient si bien fait. Et là, on s'est rendu compte qu'ils ont tordu le cou à la loi, bien évidemment. Et donc, dans ces conditions, oui, malheureusement, la loi est dure, c'est la loi. Il faut la subir. Et évidemment, relativement à ce fait d'actualité, on ne peut s'empêcher de faire allusion au fait que, oui, le pouvoir de la rupture, en tout cas, reste accroché à la bonne gouvernance. Non, peu ou prou, qu'on soit d'accord ou pas avec Patrice Talon. Il y a une cellule de suivi, justement. Non, peu ou prou qu'on soit d'accord avec Patrice Talon ou pas. Et ça, sur cette question, je veux être
directe et claire. Patrice Talon, dans une certaine mesure, sur la question de la bonne gouvernance, notamment ses collaborateurs, est assez intransigeant. Ceux qui tombent dedans font les frais. C'est peut-être, on peut me dire qu'on fait semblant peut-être de certains, parce que ce n'est pas moi qui le dis, qu'on fait semblant de sanctionner. Des gens peuvent trouver des choses à redire sur le mode de sanction de certaines personnes, mais toujours est-il que tout au moins on livre certaines personnes pour montrer clairement qu'ils sont en faute, est-ce qu'elles sont en faute. Donc là, il faut les encourager à mieux faire, parce que oui, il y a de ces dossiers parfois où on a les informations, ça circule, mais personne ne réagit. Mais de toute façon, pour le peu qui est fait déjà, il faut s'en féliciter et les encourager à mieux faire. Et autre chose, justement, qui transparaît au travers de ce dossier, Laurent Roland Tonekes et Info Matin le met si bien en lumière ce matin, des secrétaires exécutifs de mairie limogés, la pilule zéro corruption a du mal à passer. Et au-delà même de ce simple fait, on peut aussi se dire que oui, la réforme donc, au niveau de la gouvernance pour ce qui est de la décentralisation également a du mal à passer. Non, mais zéro corruption, ce n'est pas pour demain. Et c'est pourquoi je le dis toujours. On a tout fait de jeter la pierre à Boniaï à partir de 2016, disant qu'il est le plus mauvais chef d'État qu'on ait jamais connu au Bénin, en disant un certain nombre de choses. Malgré la rigueur, l'intransigeance de Patrice Talon depuis 2016, on a constaté que certains de ses plus proches collaborateurs sont impliqués dans des dossiers. On constate que ceux-là à qui il a rendu service, parce que peu ou prou, cette loi qui amène à choisir des secrétaires exécutifs pour diriger la mairie, c'est rendre service à certaines personnes. Et ces personnes, en réalité, qui devraient être faire preuve de probité, tombent dans les pièges de la corruption ou bien de la mauvaise gestion, mauvaise gouvernance, si vous voulez. Donc, cela montre qu'en réalité, ce n'est pas une question de système. Ce n'est pas une question de chef d'État, mais c'est une question d'habitude des Béninois. C'est une question essentielle du cadre béninois en réalité. Qui sommes-nous, nous, cadres béninois? Comment est-ce que nous concevons la gestion de la chose publique en tant que béninois? Quand je suis directeur quelque part, quand je suis maire quelque part, quand je suis conseiller communal, quand je suis même chef quartier quelque part, comment est-ce que je conçois la gestion de la chose publique? Est-ce qu'en réalité, je suis moi-même personnellement convaincu de ce qu'on appelle bonne gouvernance, je dois faire preuve de bonne gouvernance, bonne gestion, bien gérer la chose publique, ou bien j'estime que une fois que j'ai une parcelle de pouvoir, j'en abuse à volonté. Donc, quand c'est comme ça, aussi longtemps que ce soit comme ça dans la tête des cadres béninois, des leaders béninois, c'est que tous les présidents peuvent passer avec la bonne vision en matière de lutte contre la corruption, ça ne va pas cesser. Amener peut-être, je dis n'importe quoi, Jésus-Christ venu diriger le Bénin, malgré tout le pardon qu'il peut accorder aux citoyens, aux humains, c'est-à-dire qu'il y en aura qui chaque jour vont toujours tomber dans les mêmes travers et venir lui demander pardon. Donc, je pense sincèrement que c'est une question de rééducation, de reformatage du cadre béninois, en ce sens qu'il doit pouvoir réfléchir pour dire, mais je viens pour servir et non pour me servir. Et pour ce qui est justement de cette réforme opérée, il y a, disons, 1 an à peu près, qu'est-ce qu'on en retient concrètement au vu de ce fait d'actualité? Non, mais déjà, il faut se réjouir que oui, dès les premières heures, on a peut-être critiqué cette loi, mais on se rend compte que oui, les maires ne sont plus puissants dans les communes par le passé. Parce que chacun qui a une passion de pouvoir quelque part dans ce pays clame haut et fort qu'après Dieu, que c'est lui. Et donc, dans certaines mairies, on avait les maires qui étaient tout puissants, qui pouvaient faire des citoyens ce qu'ils veulent, qui pouvaient se foutre pas mal des citoyens. Aujourd'hui, ils n'ont plus ces prérogatives. Je l'ai dit tout à l'heure, dans certaines mairies, les maires peuvent se permettre de créer des entreprises au nom de leurs copines ou de leur maîtresse, je ne sais qui, quelque part, ou bien de distribuer les marchés aux conseillers communaux. Alors que la loi est très claire, c'est des délits d'initiés qu'on constate à longueur d'année, à longueur de mois au niveau de nos mairies. Mais aujourd'hui, tout est confié au secrétaire exécutif, ce qui fait que le conseiller communal ou le maire a une mission politique. Et la mission politique, c'est de montrer la vision, de donner la vision, et le secrétaire exécutif qui doit accompagner en mettant en place certaines choses. Donc, on peut s'en réjouir. Vous allez voir que dans certaines communes, quand les secrétaires exécutifs sont arrivés, ça a été une bataille parce que les gens ont compris qu'ils perdent une partie de leur intérêt, de leurs avantages et que les marchés seront gérés dans une certaine orthodoxie pour que ceux qui sont opérateurs économiques, ce soient ceux-là qui profitent. Parce que l'un dans l'autre,
Vous ne venez pas en politique pour faire de l'argent. Vous venez en politique, si vous voulez être opérateur économique, restez dans votre couloir. Mais si vous venez en politique, c'est que c'est pour servir. Et pour servir ne veut pas dire que vous allez vous accaparer, en tout cas, tout ce qui appartient à la commune ou bien en termes de marché public, et dire que c'est vous. Et cette situation, l'avènement des secrétaires exécutifs a pu mettre fin dans une certaine mesure à cet état de choses. Et quand on va faire le bilan, on se rendra compte que oui, pour au moins cette première année, on peut se réjouir que, oui, les conseillers communaux grincent les dents, les maires grincent les dents, mais c'est pour le bonheur des populations, même si les résultats sur le terrain tardent à se faire sentir. D'accord, Laurent, on va parler de notre fait d'actualité. Nous sommes jeudi 13 avril 2023. C'est un jour mémorable, puisqu'à l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou va être investi, j'ai envie de dire de nouveau. Oui, Pour deuxième mandat. Je lui ai déjà dit, je crois qu'il y a avant-hier, il a dit félicitations. Et je lui dis encore ce matin félicitations parce que... Dites-le lui également de ma part. D'accord, je dis félicitations à monsieur Louis Vlavonou. C'est Béounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale. Oui. C'est de la part d'Ahmed Arekpa, mon collègue. Deuxième personnalité. Alors non, je crois qu'il faut lui dire félicitations parce que, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, ce n'était pas gagné d'avance pour lui qu'il soit reconduit. C'est vrai que dans tous les calculs, son nom sortait très peu. Oui, avec les différentes situations qu'il y avait peu ou prou à l'Assemblée nationale. Je sais que quand je dis ces choses, parfois ça les choque que je vienne dire des trucs comme ça, parce que c'est des problèmes internes qu'ils avaient à gérer à l'époque. Mais fort heureusement, j'ai pu voir quand il a été élu, son message. Il a placé sa confiance en Dieu et certainement que Dieu a permis qu'il soit réélu président de l'Assemblée nationale. Mais comme je l'ai dit, je le répète encore ce matin, il ne va pas gérer l'Assemblée de la 9e législature comme la 8e législature. C'est-à-dire la 8e législature, c'est des députés acquis à la cause d'un système où des gens ne peuvent pas oser lever leur petit doigt pour s'opposer aux actions ou volontés du pouvoir en place. Mais ici, nous avons 28 députés qui certainement vont faire bouger les lignes et vont dénoncer, vont certainement sortir de l'Assemblée parfois pour dénoncer certaines choses, parfois pour donner de la voix. Et donc, il doit pouvoir comprendre que c'était une période de grâce qu'il a connue de 2019 à 2023. De 2023 à 2026, ce ne sera pas une période de grâce. Ce sera une période d'endurance, de persévérance et de foi, d'engagement. Parce que, excusez, s'il n'a pas la foi en ce qu'il fait, s'il n'a pas d'engagement et de la persévérance, c'est qu'il va se rendre malade tout le temps parce que les gens ne vont pas lui faire de cadeaux, c'est ça. De cadeaux. C'est-à-dire qu'avant, quand les lois venaient, on disait peut-être en une semaine déjà, ou 3 jours, la commission des lois examinait et puis après on passait à l'Assemblée nationale, que les députés soient... Je ne vous savais pas député. Mais si les députés... Je ne vous savais pas député. Les députés... Pour être aussi... Pour être aussi au parfum de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Mais c'est un constat que tout le monde a fait dans ce pays. Et donc, après on vient à l'Assemblée nationale, que même s'il y a 20 ou 40 députés, on dit à l'unanimité des députés votés à l'Assemblée nationale, parfois des lois ont été votées nuitamment. Et donc je suis sûr que si... Il n'y a aucune loi qui interdit la chose. Non, de toute façon. Il n'y a aucune loi qui interdit par le passé, que des lois soient votées nuitamment. Les lois ont été votées nuitamment. Jusqu'à preuve du contraire. Les lois ont été votées nuitamment et puis les matins, ils sont rentrés chez eux. Je crois que la présence des démocrates à l'Assemblée nationale, cette présence leur fera passer parfois 2 nuits, 3 nuits de suite sans bouger de l'Assemblée nationale. C'est là qu'il devra comprendre que c'est ici maintenant que commence sa mission. Pour moi, c'est qu'il avait une période, Dieu lui a fait grâce. Maintenant, Dieu le met à l'épreuve. Et pour voir, peut-être que s'il fait bien, il peut y avoir d'autres promotions. C'est Dieu qui fait les pouvoirs, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc, Dieu le mettra à l'épreuve, il doit pouvoir Il doit aussi faire très attention. Je lui demande d'aller voir, d'aller suivre à nouveau les prises de position d'Adrien Mbedi face à l'opposition au niveau de la 7e législature. La manière dont Adrien Mbedi a réagi, les réactions que les députés de l'opposition avaient eues à l'époque. Qu'est-ce que ça a coûté à Adrien Mbedi? Quelle a été la finalité pour Mbedi? Je crois que la presse parlementaire, il y a une radio, il y a déjà une télé, donc il y a des archives. Je demande que la cellule de communication, la direction des services de l'information et de la communication, André Dossa qui est gérée par André Dossa et notre ancien rédacteur en chef, James William Baguiti, qui mettent les éléments d'addition de leur président, qui suivent ce que les députés de l'opposition disaient à l'époque, les réactions de Mbedi et comment Mbedi a pu finir. Je crois que ça va l'aider.
D'accord. Laurent, poursuivons. Parlons de l'autre fait d'actualité. Alors ça, ce sera demain. Le président rwandais, Paul Kagame, sera à Cotonou. La loupe, on parle coopération entre le Rwanda et le Bénin, les principaux sujets au menu de la visite de Paul Kagame. Et à matin libre de se poser la question, Kagame à la découverte de la GDIZ. Oui, la GDIZ est devenue un modèle économique, qu'on ne le veuille pas. Il faut oser et avouer, dire qu'à la GDIZ, quelque chose a été fait. Le reste, on peut faire le débat là-dessus. Mais c'est déjà une image que nous vendons aujourd'hui. J'avais toujours eu de la peine que l'ancien président Boni Yayi, chaque fois qu'un chef d'État ou un étranger vient au Bénin, qu'on les amène au projet Songhai à Porte-Nouveau, qui n'est pas une initiative locale. On peut ne pas être d'accord avec moi. Et c'est peut-être ma manière de dire les vérités. C'est un expatrié qui a fait projet Songhai, ce n'est pas un Béninois. Si c'était un Béninois qui l'avait fait, comment est-ce que nous allons l'accompagner? Sachant comment nous accompagnons les initiatives locales. Mais ça a été un modèle que l'ancien président a toujours montré à ses autres, à ces présidents qui venaient le voir. Et donc, aujourd'hui, nous avons un modèle béninois que nous pouvons être fiers de vanter, de montrer. On annonce que déjà pratiquement 5 000 emplois directs ont été créés. Je ne vais pas critiquer les chiffres, revenir sur les chiffres, quand bien même j'ai peut-être des choses à dire. Je crois que je continue de faire mon travail là-dessus, mon sondage là-dessus. Mais j'ai fait l'effort d'aller devant la GDIZ au moins 2-3 fois successivement. Et c'est ça, moi, mon travail. Je ne vais pas venir dire, tu sais, un plateau, on va dire, qu'est-ce qu'il raconte. À plusieurs reprises, je suis allé devant la GDIZ pour faire mes enquêtes. Je vois le nombre de jeunes qui sortent de cette maison à la recherche de taxis, de moyens de déplacement, etc., qui font autostop. C'est tout un monde qui sort de ce site. Et donc déjà, c'est un sentiment de satisfaction qui montre que j'ai d'ailleurs même demandé un jour, je suis allé même visiter, j'ai été sur le site, j'ai demandé à visiter, on m'a montré tous les compartiments du site, j'ai visité, j'ai eu de l'information et j'ai compris que oui, quelque chose est fait. On peut maintenant voir le mode de gestion, le système, tout ça là. On peut peut-être revoir comment est-ce que ça se fait ou bien chercher à savoir comment est-ce que ça se fait pour rassurer les opérateurs économiques béninois. Donc aujourd'hui, c'est une fierté que de montrer ça à tous les chefs d'État qui viennent, pour montrer que oui, voilà quelque chose de bien se fait au Bénin. Donc il y a fort à parier que Paul Kagame aussi aille visiter. Oui, mais oui, s'il n'a pas fait encore dans son pays, je crois que ça va être le modèle béninois va l'inspirer. On a pu voir le président Bazoum quand il était là, ça l'a inspiré au point où il a dit bon, il va implémenter ça dans son pays. Je précise que le modèle dont on parle existe au Togo, existe au Gabon, existe, je crois que les Congolais étaient en négociation avec le groupe RSIP à l'époque pour faire ça chez eux aussi. Donc, le Bénin, aujourd'hui, tel que c'est fait, vous savez, je suis allé même découvrir que sur le site, les noix de cajou qui seront transformées, quand on va transformer, les déchets seront utilisés pour produire de l'énergie sur le site. Il y a une partie qui sera utilisée pour de l'engrais bio. Donc tout ça, ça participe à la croissance de l'économie béninoise. Il faut l'encourager. Et donc c'est une fierté que de le montrer plutôt que de chaque fois amener les gens sur le site du projet Songhai. C'est vrai que ce qui se fait au projet Songhai, c'est à saluer, à encourager. Je ne dis pas que c'est mauvais. J'encourage d'ailleurs ce promoteur. Mais il fallait que nous puissions avoir aussi un modèle à présenter. Il fallait créer la GDIZ. Oui, évidemment. Et Talent le fit, j'ai envie de dire. Alors, Laurent Roland-Tonneikes, c'est un fait. Ouais. Laurent Roland-Tonneikes, sur justement la relation Bénin-Rwanda. Oui, mais la relation Bénin-Rwanda, on sait qu'il y a un modèle qui est... Le président rwandais qui sera au Bénin donc demain. On sait que le Rwanda... Quels sont selon vous les sujets qui pourraient être abordés? Non, je ne parlerai pas de sujets. Je sais que le modèle rwandais est un modèle plus ou moins d'inspiration pour le Bénin désormais et de la rupture, notamment pour le chef qui fait de Kagame son modèle. Et Kagame, monsieur, c'est... Vous l'a-t-il dit? Vous l'a-t-il confié? Mais on voit comment ça se passe. D'accord. C'est-à-dire que parfois vous voulez me tirer la verre du nez. Mais moi, non, mais je vous pose des questions. Non, mais moi, écoutez, que je suis censé vous poser. S'il faut le dire, je n'aurai aucun... Je vous pose des questions que se posent les amis téléspectateurs à la maison. Je n'aurai aucune gêne à le dire. Je dis que Kagame est un modèle pour Patrice Talon, qu'on ne le veuille pas, parce qu'on voit la collaboration entre les deux hommes. On voit d'ailleurs que combien notre président n'a pas de gêne à faire appel
aux compétences rwandaises. Oui. D'ailleurs, sachant que c'est des gens qui étaient proches de Kagame, peu ou prou, qu'on ne le veuille pas, oui, Kagame a fait des choses dans son pays extraordinaires. Mais sur certaines questions, je ne suis pas d'accord avec Kagame. Sur la question des droits de l'homme. Vous savez que la question que je vous pose n'a rien à voir avec la question des droits de l'homme. De toute façon... Je vous demande quels sont les sujets qui pourraient... Non. Quelles sont les raisons qui pourraient fonder, par exemple, cette arrivée du président rwandais au Bénin? Non, il y a la coopération qui sera au cœur des discussions. Non, la coopération. Vous ne voulez pas que je... La coopération sera au cœur à Wadaï. À Wadaï, désormais. Oui. Non, il y aura la coopération entre les deux pays au cœur des échanges. Je sais qu'il y a une compagnie qui devrait être créée entre les deux États. Il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées, d'ailleurs même dans le communiqué. Il y avait un communiqué qui avait circulé qui disait clairement ce que Kagame devait faire. Mais au-delà de tout, c'est que, oui, qu'est-ce qu'on a envie de dire? J'ai pas envie Et il faut préciser que dans un passé alors plus si récent que ça, beaucoup de Rwandais vivaient au Bénin. Non, suite à la situation qu'a connue le Rwanda, il y avait des réfugiés rwandais au Bénin. Oui. Personnellement, j'avais un ami que j'admirais beaucoup, Eric Nkoussi, qui est devenu prêtre, qui est du côté, je ne sais pas s'il est toujours là, je l'ai perdu de vue il y a quelques années, mais qui est un gars assez intelligent, qui avait fait même la terminale CEC Yaboume Kalavi, qui était très brillant. Après, il est allé au séminaire, il est devenu prêtre, je crois, des prêtres... Il y a une congrégation à Roson. Il est là-bas. Il est médecin prêtre, pardon. Donc, oui, il y a beaucoup. Il y en a qui sont encore là. Qui sont encore là, qui sont même devenus pratiquement comme des Béninois. Oui, mais au-delà de tout, ce qu'a connu le Rwanda, la prière, c'est que ça n'arrive plus jamais. D'ailleurs, Kagame met tout en œuvre pour que ça n'arrive plus. C'est d'ailleurs pour ça que chaque fois, vous allez le voir gagner à plus de 90%. D'ailleurs, ceux qui ont connu la guerre une fois n'osent plus aller sur ce terrain. Et donc, il peut faire tout ce qu'il veut. Je suis sûr que les Rwandais n'oseront plus aller sur ce terrain parce qu'ils savent que ce qu'ils ont connu par le passé, c'est assez difficile. On va en profiter pour saluer un Rwandais, un ami, l'un des plus connus au monde, Corneille. Corneille, oui. Seul au monde. On va profiter pour saluer le DG de l'ANIP, Pascal Nyamulinda, bien évidemment. Et pourquoi pas aussi. Le DG Anat. Anat aussi. Bien évidemment. Donc, bonjour à vous. Ils sont vos amis à vous, Laurent Roland Toneke. Mon ami à moi, c'est Corneille. Non, ils ne sont pas mes amis, pardon. Plus sérieusement. Pardon. Plus sérieusement, Laurent Roland Toneke. Je les respecte en tant qu'autorité. Désormais, autorité. Béninoise. Bon, autorité béninoise. Les quatre vérités proposent ce matin, Laurent Roland Toneke. Pour occupation illégale de l'espace public à Cotonou, 33 revendeurs à la sauvette déposés en prison. Ouais, j'ai fait ce débat avec quelqu'un hier. Oui, les gens sont dans une activité illégale, je suis d'accord. C'est des gens qui ont des vies difficiles. C'est des gens qui ont des problèmes et qui se retrouvent dans des situations assez difficiles et n'ont d'autre choix que de s'adonner à de telles activités pour survivre. Je vous raconte l'histoire d'une jeune fille que je connais dans mon quartier, là où je vis. Quand je suis venu dans le quartier, je la voyais vendre des oranges. Et elle allait encore à l'école. Je crois qu'elle a été à l'examen, elle a échoué. Et puis après, je l'ai vue, ses parents lui envoient des niams de Dassa, elle vend. Et puis subitement, je commence par la voir dans la circulation. Elle vend au Carrefour, nouveau Carrefour, avec un cours. Justement, j'allais en parler. Oui. C'est actuellement voilà. Et là, elle vend un gros lieu de vente à la sauvette. Elle vend du cajou en sachet et en bouteille. Alors, à un moment donné, les gens parlaient d'elle là où j'allais acheter chez une dame dans le quartier. Les gens parlaient d'elle. Et donc, j'ai eu la chance de connaître un peu son parcours, sa vie. Et quand je l'ai vue dans la circulation, ça m'a fait de la peine que de savoir qu'elle pourrait continuer les cours, mais peut-être sans moyens. Bon, elle a été obligée d'entreprendre quelque chose pour se faire de l'argent, pour sortir de la dépendance, parce qu'elle prend de l'âge, celle dont je parle, doit être au-delà de 23, 24 si je dois estimer son âge. Mais à l'époque, je crois qu'elle était en 3e, elle devait aller au BPC. Donc, à un moment donné, peut-être elle est fatiguée. Quand vous voyez quelqu'un comme ça dans la circulation, vous avez peut-être, et que vous ne connaissez pas son histoire, vous avez, à première vue, en tout cas, envie de réprimer
de sanctionner dans la circulation parce que, oui, d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Ce qui se fait n'est pas bon. Mais quand vous connaissez l'histoire parfois, quand vous voyez ces personnes, quand elles arrêtent, ça vous touche. C'est pourquoi je dis, quelles sont les conditions créées pour permettre à ce que certaines personnes vivent des activités sans difficulté. Si elle l'appelle, si elle doit voir les ventes de cajou, selon ce qu'on demande, et qu'elle doit louer une boutique. Oui. Elle doit créer un établissement. Elle doit faire un certain nombre de formalités. Si elle loue une boutique à la fin du mois, elle va payer le loyer. Combien de personnes consomment le cajou par mois? D'accord? Elle va payer peut-être l'électricité au niveau de la boutique. C'est des charges. Et parfois, à la sauvette comme ça leur permet de vendre. Ce que je reproche, c'est vrai, que c'est des gens qui faufilent entre les voitures. Ça peut créer des accidents. Parfois, ça crée des embouteillages quand il y a un danger. Mais les arrêter jusqu'à les amener en prison pour dire qu'on va les juger, je trouve que c'est trop aller, c'est poussé. C'est abusé selon vous, c'est ça? Je ne veux pas dire abusé. Ok. Mais quand vous dites c'est trop aller, aller où? C'est aller loin. Moi, je pense que vous les arrêter, vous les amener au commissariat, garde à vue, vous savez que c'est ce qui a toujours été fait. Oui. Et après, on les relâche. Et après, ils recommencent. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, vous parliez du Carrefour, anciennement appelé Pavé Kérékou, aujourd'hui. Carrefour rue Kérékou. Carrefour rue Kérékou, qui aujourd'hui est un haut lieu de vente à la sauvette. Ils sont en train de s'installer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les gens cherchent des opportunités pour vendre. C'est-à-dire, quand il y a un nouveau Carrefour, d'abord, regardez le flux de ce Carrefour. C'est une opportunité pour ces personnes de vendre. Je ne les encourage pas. Moi, je trouve que ce que je dis ici, c'est que c'est les gens qui veulent résoudre des problèmes de leur vie et qui n'ont pas d'autre choix. On a beau dire que la GDZ recrute 5000 jeunes, la GDZ ne peut pas prendre tous les jeunes au chômage. D'ailleurs, même la GDZ recrute sur compétence. Bien sûr. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de qualification, ce n'est pas possible. Ces dames que vous voyez au Carrefour Ita, qui mettent de l'eau, qui vendent de l'eau, et qui mettent de l'eau sur la tête de leurs enfants à longueur de journée, si elles avaient deux solutions, je suis sûr que vous n'allez jamais les retrouver au bord de la voie, sous le soleil, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir que nous réfléchissions ensemble pour voir qu'est-ce qu'il faut trouver comme porte de sortie pour ces personnes, plutôt que de continuer à dire qu'on les arrête, on les sanctionne. Des gens parmi eux, c'est peut-être des familles monoparentales. Une dame qui a été abandonnée, peut-être avec 2 enfants ou 3 enfants, n'a pas d'autre solution. Doit se retrouver sous le soleil tous les jours, vendre du pied-water, donner à manger à ses enfants, parce que personne de ça dans sa famille ne veut l'aider. C'est des choses comme ça, de ça que je parle. Je ne dis pas que la répression est mauvaise, mais quand on finit de réprimer, qu'est-ce que nous proposons? C'est là mon problème. D'accord. Quelqu'un d'autre qui s'est retrouvé en prison, Laurent Roland Tonekes, on va très certainement finir sur ce sujet. Nous sommes toujours à la une du quotidien Les 4 vérités. Tribunal de Cotonou, un étudiant en prison après avoir dépensé 3 millions au paris sportif. Je pense qu'on parlait de ce sujet il y a quelques jours en plateau. Oui. Je crois que c'est... Cet engouement de la jeunesse pour les paris. C'est pour la facilité. Voilà. Non, j'ai lu dans un autre article que sa mère aurait déjà fini de rembourser. De solder, mais malgré tout, il est sous le coup de la loi. Et donc, malheureusement, pour lui, il va faire la prison. Oui, c'est quand même malheureux. Hein. C'est bizarre que les gens se permettent de faire des trucs comme ça. Tu vas faire un prêt de 3 millions. Et tu as l'assurance que tu vas gagner, tu mises 3 millions de francs CFA et tu paies. Mais tu vas payer, tu vas faire la prison. Moi, je vous ai dit, pour 500 francs, 13 matchs. Pour vous faire le parallèle, Laurent Roland Tonekes, peut-être que c'est un jeune issu d'une famille défavorisée qui n'a nulle autre solution. J'ai lu nulle autre solution. Je vous ai dit que j'ai lu que ça pour s'en sortir. Non, alors quand on l'arrête, on le met en prison. Qu'est-ce qui va devenir? Je vous ai dit que j'ai lu ailleurs que sa mère a remboursé. Donc c'est sûr qu'il n'est pas d'une famille pauvre. Que savez-vous Si c'est confirmé. Que savez-vous justement de la manière dont sa mère s'y est prise? Ah, si sa mère aussi. C'est-à-dire qu'elle est allée prêter aussi. Ah, si sa mère. Doit acheter de l'argent. Ah, ok, d'accord. C'est qu'elle me met les prête pour la prison. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Je vous ai dit, juste pour 500 francs, il faut parier pour 13 matchs. Je parie pour les 13 matchs. Tous les samedis, j'ai au moins un cahier de 100 pages devant moi. Et je vais consulter l'histoire des équipes, des confrontations. Non, oui, je regarde les dernières confrontations. Depuis 5 matchs, combien est-ce que tel match et telle équipe a gagné? Je fais tout ce calcul. Je fais mon 500 francs. 500.
C'était Yellow Bet. Je mise mes 500 francs. Et puis, je gagne jusqu'à 9 matchs. Il faut gagner à partir de 10 matchs pour pouvoir espérer avoir quelque chose. Mais il faut 13 victoires pour avoir le jackpot qui est 25 millions. Mais j'ai fait une fois, j'ai eu 8 matchs sur les 13. J'ai eu 9 matchs sur les 13. J'ai perdu. Mais tu ne peux pas comprendre que c'est 500 francs que j'ai perdu. Mais vous imaginez qu'il y a une semaine, quelqu'un m'a envoyé 5 000 francs par Momo. C'est vrai qu'il m'a envoyé 500 francs. En réalité, 500 ou 5 000 5 000, pardon, 5 000 francs. Mais je ne m'attendais pas à cette personne. Ah, c'est lui qui m'a envoyé 5 000 francs. Non, j'ai gagné le tout. J'ai joué le tout. Si vous savez ce que j'ai fait, j'ai installé Aviator encore sur mon portable. Après tout ce qu'on a dit sur ce plateau la dernière fois. Non, mais je voulais m'amuser. J'ai appelé mes enfants. J'ai dit, venez voir s'amuser. On va jouer. J'ai joué la première fois, j'ai gagné 125. J'ai gagné 245. Et puis après j'avais misé 2000 francs sur le truc d'Aviator. Mais ça m'a pris. Ça a bouffé les 2000 francs en moins de 2 minutes. Et j'ai eu une fièvre les jours là encore. En même temps, j'ai supprimé. Mais quelqu'un peut aller faire 3 millions. C'est pas possible. Je me demande, les gens là, ils filment quoi? Il faut poser la question à Modeste Hundekondi, notre community manager. Non, lui, il est tout le temps dessus. Il faut poser la question. Non, il a dit qu'il ne joue plus. Mais il vend les coupes. Il vend les numéros maintenant. Non, lui, il fait au moins, il fait le calcul, il vend les numéros. Il gagne un peu d'argent. Il faut poser la question aussi au réalisateur du jour. Martin Toysen. Il joue. Il joue Baba Djebou ou bien. Posez-lui la question. Ou Touchot. Trinap. Non. Laurent Roland Tony, merci à vous. C'est moi.